Et il a fait beaucoup d'écrits sur la Renaissance africaine et on peut considérer qu'il a écrit la vision chrétienne de la Renaissance africaine, la vision chrétienne. Et on s'aperçoit finalement, au bout du compte, quelle est sa vision de la Renaissance africaine. Pour lui, la Renaissance africaine passe par la purification morale des sociétés africaines grâce aux valeurs chrétiennes. Et en un mot, il est pour la christianisation des sociétés africaines. Christianisation, ça signifie donc qu'il ne veut pas de l'islam. Et donc, quelque part, il dit on va éliminer les musulmans. C'est très dangereux. C'est très très dangereux, mais effectivement, il s'est prononcé pour lui la Renaissance africaine. L'Afrique pourra renaître pour lui que grâce au souffle de Dieu. Que grâce au souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est les valeurs chrétiennes. C'est les valeurs du christianisme. Et donc, il faut christianiser la société africaine. Donc, vous voyez que cette position-là entraîne immédiatement une guerre civile. Parce que les Africains musulmans n'accepteront pas cela. Il y aura une guerre civile. Et donc, de même, si les Africains musulmans se mettent à réfléchir sur la Renaissance africaine selon l'islam, forcément, ils vont dire qu'il faut islamiser. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que, malheureusement, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut un compromis. Il faut un compromis. Il faut un compromis, et ce compromis passe par les musulmans et les chrétiens. C'est-à-dire que les musulmans doivent accepter de faire une autocritique, les chrétiens doivent accepter de faire une autocritique, et tant qu'ils ne le feront pas, ce sera toujours antagoniste. Et quand je dis qu'il faut changer de paradigme en matière religieuse, quand je dis qu'il faut changer de paradigme, je m'adresse surtout à nos frères chrétiens et musulmans. C'est à eux que je dis, en matière de religion, changer de paradigme. Voilà. Hein? Mais c'est une question cruciale, c'est ça. Est-ce que nos frères chrétiens, nos frères musulmans seront capables de ça? Si vraiment ils aiment l'Afrique, si vraiment ils ont une identité africaine, ils devraient être capables de ça. Et c'est vrai, je connais des frères africains musulmans et chrétiens qui sont d'accord pour cette autocritique, d'ailleurs qui ne m'ont pas attendu moi pour faire cette autocritique, qui font déjà cette autocritique, mais c'est vrai que pour le moment, ils sont minoritaires. Donc cette question religieuse est une question capitale pour nous. Et peut-être que c'est à nous, voilà, nous à chaque fois que nous entendons ça, à nous, quand nous allons vers nos frères musulmans et nos frères chrétiens, à nous de leur tenir ce discours-là, de savoir il nous faut un compromis. Et pour ce compromis, vous devez faire votre autocritique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en contradiction avec ça. Et voilà. Voilà ce que nous pouvons faire, c'est aller vers nos frères musulmans et chrétiens et leur tenir ce discours-là. Alors, concernant la machémologie, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la machémologie? Alors, dans le livre, il y a vraiment tout un développement sur la machémologie. Hein. Il y a vraiment une présentation tout à fait globale de la machémologie. Est-ce que, en recourant à la machémologie, on ne risque pas aussi de connaître les mêmes déviances que l'évolutionnisme social? Alors, je pense que non, je vais peut-être citer juste deux choses. Alors, d'abord, il faut savoir que la machémologie a été inventée par un Africain. C'est un Africain, c'est un Congolais, Ngaliba. Généralement, on l'appelle BBB, mais son nom de famille, c'est Ngaliba. Il était professeur de philosophie et d'épistémologie à l'université de Paris-Saint-Denis. L'université Saint-Denis à Paris, et c'est lui qui a inventé la machémologie, qui a créé cette nouvelle science, et qui d'ailleurs, beaucoup de philosophes français ont pillé dans l'œuvre de BBB, de Ngaliba, dans la machémologie, sans dire à qui ils doivent telle et telle idée. Malheureusement, Ngaliba a été pillé, etc. Et
autant les philosophes français connaissent la machémologie, ben, autant nous autres Africains, on ne connaissait pas la machémologie. Voilà, on ne connaissait pas cette machémologie. Bon, maintenant, j'espère qu'avec ce livre, justement, les Africains vont connaître la machémologie. Est-ce que ça ne peut pas être aussi, ça peut pas dévier comme l'évolutionnisme social? Alors, je pense que non, hein, puisque l'évolutionnisme social, finalement, consiste à quoi? L'évolutionnisme social consiste à dire que toutes les sociétés passent par les mêmes voies, hein, et que c'est une évolution linéaire. Toutes les sociétés passent par les mêmes stades, en fait. Sauvagerie, barbarie, féodalisme, société industrielle, qui est la dernière, en fait. Et c'est, en fait, l'aboutissement de l'évolution humaine, c'est la société industrielle et démocratique. Voilà, c'est l'aboutissement final. Hein. L'évolutionnisme social, c'est en fait ça. Donc, si vous devez tendre vers quelque chose, vous devez tendre à devenir à l'image de la société occidentale, démocratique et industrielle. C'est le bout de l'évolution. C'est le bout de l'évolution. Donc, c'est un peu ça, l'évolutionnisme social, et c'est en cela qu'il constitue un problème. Voilà. La machémologie ne pose pas de problème dans la mesure où la machémologie se propose simplement, face à des phénomènes sociaux, la machémologie se propose simplement de s'interroger quelle est l'origine de ces phénomènes sociaux. Est-ce que ces phénomènes sociaux constituent des traces laissées par des actes de lutte et des actes de combat ou pas? Voilà, c'est un peu ce que la machémologie se propose. Par exemple, c'est ce que moi j'ai fait en utilisant la machémologie. Je me suis intéressé à ces phénomènes de dictature en Afrique. Et c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de dictatures en Afrique? Quand j'allais lire les spécialistes de sciences politiques européens, leur réponse était claire. Hein. S'il y a autant de dictatures en Afrique, c'est parce que votre culture politique traditionnelle, c'est de l'autoritarisme, c'est l'unanimisme, c'est l'absence de liberté, etc. Et donc vos chefs d'État sont les héritiers de cette culture-là. Et moi je voyais ça, je me disais, ah bon, parce que moi je connais la culture africaine ancienne, c'est pas du tout ça. Et donc j'ai essayé de savoir, mais d'où ça vient? Je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être des traces de quelque chose? Et j'ai donc remonté l'histoire des indépendances. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que, en fait, c'est au moment des indépendances, il y avait cette lutte entre les États-Unis et l'URSS pour imposer au monde entier leur modèle respectif de société. Et donc, la lutte entre les États-Unis et donc l'URSS a eu pour terrain donc l'Afrique. Et c'était important pour les États-Unis que ceux qui en Afrique n'étaient pas pour le système capitaliste. C'est important pour les États-Unis que les régimes politiques les mettent en prison, les répriment, et pour l'URSS aussi. Ceux qui en Afrique n'étaient pas pour le communisme, c'était important que les systèmes politiques africains les répriment. Du coup, l'URSS et les États-Unis disaient aux chefs d'État africains, écoutez, si vous mettez en place un régime politique autoritaire et que vous réprimez l'opposition, nous, on vous donnera notre soutien financier et militaire. C'est ce qu'un politologue français qui s'appelle Bourdeau a appelé la rente bipolaire. La rente bipolaire. Si vous vous mettez dans notre camp, le camp capitaliste ou le camp communiste, eh ben, on vous promet de vous donner une aide financière et militaire. C'est pour ça que, par exemple, Mobutu a toujours été soutenu par l'Occident. Il suffisait qu'il y ait une petite menace, on envoyait soit les militaires belges, soit les militaires marocains. Voilà, il y avait toujours ce soutien à Mobutu.
De même aussi, du côté de l'URSS, hein, c'était la même chose. Lorsqu'un régime africain communiste était menacé, ben, on envoyait du matériel militaire, etc. Donc voilà, la machémologie m'a permis de comprendre que nos dictatures africaines ne sont pas du tout l'expression d'une culture africaine autoritariste, etc., mais non, ne sont que des traces laissées par la guerre froide. Voilà. Et donc, en cela, a priori, la machémologie ne devrait pas entraîner des dérives, puisqu'il s'agit juste de se poser la question, tiens, ce que je vois là, au lieu de dire, tiens, ça c'est une tare de la culture africaine, je vais me demander, est-ce que c'est pas plutôt une trace laissée par des actes de lutte, des actes de combat. Voilà. Hein, et donc, de ce point de vue-là, il nous faut vraiment découvrir cette science qui s'appelle la machémologie. Voilà. D'autres questions, peut-être? Oui. Allez-y. Alors, merci pour la conférence. Moi, je vais juste en fait, rajouter quelque chose. Personnellement, pour moi, c'est une utopie de croire qu'avec les musulmans ou les chrétiens, on peut s'entendre. Parce que déjà, les deux religions ne sont pas africaines. De deux, elles ont leur commun, on va dire, qui sont hors Afrique. Le musulman, pour lui, c'est la Mecque. Et pour le christianisme, c'est le Vatican ou bien encore Jérusalem. Donc, de toute façon, il faut dire que dans toute révolution, le sang doit couler. Donc, on ne peut pas faire de révolution sans guerre, ça n'existe pas. Donc, tôt ou tard, il faudra prendre les armes et il faut être prêt pour ça, en fait. C'est juste ça. Donc, ça ne sert à rien de rêver que les musulmans vont aller parler, puis les chrétiens vont aller parler, puis on va s'entendre autour d'un café, puis ah, c'est bon, on fait une Afrique libre où tout le monde va s'aimer. Ça ne pourra jamais exister parce que selon leur doctrine à eux, ils nous haïssent, donc on peut que les combattre en fait, hein. Soit sur le plan idéologique, soit physiquement. Bonsoir tonton. Pour commencer, je voulais vous dire merci. C'est très gentil de votre part de venir nous donner une conférence. Nous qui ne m'ont pas payé les choses, c'est gratuit en plus. Donc franchement, je voulais vous dire merci pour ça. Et vous avez dit plein de choses qui étaient super bien. J'ai noté beaucoup de trucs, mais par rapport aux questions qui ont été posées, il y en a qui ont été répondues aussi. Je l'ai répondu juste par rapport à la religion. Pour moi, personnellement, quand j'ai lu le livre de Cheikh Anta Diop, et que par rapport à ce qu'il a écrit, j'ai essayé de pousser un peu plus la démarche. Cheikh Anta Diop lui-même, il a dit dans Civilisation des écritures que la religion est un truc du genre, la religion nous revient, c'est comme un truc qui était parti et qui nous revenait à nous. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui voyage et il apprend des choses, il se transforme, il a des nouvelles mœurs et après il revient à la maison. L'enfant n'a pas changé, ça reste le même enfant, mais il a des nouveaux comportements. Bref, en fait, pour dire ça, je disais ça par rapport à lorsqu'on analyse en profondeur. Je dis, bon, on reste pas sur des termes ou des noms ou des idéologies, mais lorsqu'on analyse en profondeur, je vais par exemple prendre le christianisme. Le christianisme, spirituellement, c'est de l'animisme. Je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire, la résurrection de Jésus, par exemple, c'est la même histoire qu'Osiris. L'islam aussi, c'est pareil. La fête de Tabaski, les 5 prières, prier en direction du soleil. Et ça, Cheikh Anta Diop le développe un peu plus que moi. Si vous le lisez, vous allez voir. Donc c'est pour dire que, en vrai, quand on va à la source des choses, il n'y a pas d'antagonisme entre culture africaine et la religion. Et puis d'abord, il faut savoir si on entend par religion. Est-ce que c'est la religion institutionnalisée ou est-ce que c'est la pratique tout simple du croyant qui s'élève, qui va à la mosquée ou qui va à l'église et qui revient, qui n'est pas politisé du tout. Il y a ça. Et
Bon, c'est mon avis en tout cas, c'est pas une question, c'est pour dire que oui, il y a moyen de concilier tout ça. Juste en faisant discuter tous les acteurs religieux. Cheikh Anta Diop le dit encore dans son livre, il dit voilà, il faudrait que toutes les religions s'asseyent et discutent, parce que si tout le monde s'assoit pour discuter, la vérité va triompher. Et plus que, c'est même pas parce que je suis africain ou quoi que ce soit, mais quelque part, je sais que ceux qui ont eu l'envie, même juste l'envie, l'idée de créer une religion, ils partaient d'une bonne volonté. Parce que quand tu regardes la religion, et personnellement, moi je pense que la religion peut nous aider à sortir du tribalisme. Parce que souvent, lorsqu'on fait l'analyse de l'Afrique, on oublie qu'on est un peu diversifié, mais à un point où on n'a pas aidé. Et que, oui, c'est très bien, mais en même temps, si on parle d'identité culturelle, il faut avoir un point d'ancrage quelque part. Après, bon, tout ça, ce sont des travaux. Tout ça, ce sont des travaux qu'on ne peut pas discuter comme ça. C'est très important. Et un seul avis ou deux avis ne peuvent pas justifier pour comprendre la chose. Il faut vraiment des études et des colloques vraiment dans ce sens. Par rapport aux armes aussi, j'aimerais rebondir sur la sœur. Bah, moi, j'ai appris qu'à Tombouctou, par exemple, à partir de l'époque où les Berbères ont commencé à prendre de la puissance et pouvoir attaquer le Ouagadougou, et ben, à Tombouctou, tous les hommes se promenaient armés. C'était même obligatoire de se promener armés. C'est juste une solution. Il faudrait penser à, par exemple, à légaliser ou bien à penser à la légalisation du port d'armes en Afrique, par exemple. Parce qu'on va beau dire, les Américains, personne ne peut attaquer les Américains actuellement. Les citoyens sont plus armés que les États. Ben oui, mais il n'y a pas. Et puis un deuxième, puisque. Ouais. Et oui, un deuxième truc, c'est par rapport à l'Afrique. Lorsqu'on se réfère de l'Afrique, là, quand je suis rentré, je ne sais pas ce que vous avez dit au début, mais quand je suis rentré, il y avait ce qui fait l'affiche du livre Racines noires et culture, c'est-à-dire avec les représentations des hommes sur la terre. Il y avait le noir, il y avait l'asiatique, il y avait un autre noir encore, et il y avait l'européen. Et l'oriental. Un sémite, l'oriental. Ok. Bon, parce que oriental, maintenant, on considère le Maghreb comme l'Orient. Attends, le Maghreb, c'est l'Occident, en vrai. Quand on met ça sur la carte. Bref. Donc, moi, j'aimerais juste que vous approfondissiez un peu plus le fait que les Africains se soient représentés eux-mêmes deux fois lorsqu'ils représentaient les races de la Terre. Pourquoi ils se sont représentés deux fois? Moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai lu de Cheikh Anta Diop, le premier peuple c'était les Égyptiens et le deuxième peuple c'était les Africains qui vivaient un peu plus au sud ou à l'ouest si on veut. C'est-à-dire les Nubiens exactement. On peut dire Nubiens comme on peut dire Soudanais, comme on peut dire le royaume du Ouagadougou, au fait c'est tout ça. Donc voilà, j'aimerais que si vous avez des précisions par rapport à ça, vous avez dit tellement de choses, j'ai noté tas de questions. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que. On fait des dernières questions, puis après on termine. Bon, alors, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je m'excuse, je suis arrivé en retard, ce qui fait qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Donc, c'est Gabrat Eugène Oustave, je suis enseignant-chercheur à l'Université à Genève, en Afrique aussi. Et je coordonne le réseau de formation, de recherche et d'action sur l'immigration africaine. Je pense que les difficultés de l'Afrique sont liées aussi à une puissance de l'Union africaine, de l'institution de l'Union africaine, qui n'arrive pas à trouver des chiffres et à trouver des solutions communes aux problèmes qui s'opposent. Si on prend par exemple la question des migrations, et jusqu'à présent, c'est silence total, il n'y a pas vraiment de solution, et ça fait mal de voir les personnes qui sont mortes dans la mer, et jusqu'à présent, rien n'a été proposé par notre continent, par nos présidents. Donc ça, c'est ce qui fait aussi que nous avons des problèmes à peser sur le plan international, parce qu'on voit qu'en Afrique, il y a maintenant des multinationales qui dirigent nos pays. Mais comme un pays ne peut pas
exister sans autres. Donc on est dans la mondialisation. Et du coup, je voudrais savoir comment le panafricanisme essaie d'envisager cet enjeu aussi des relations internationales dans le monde actuel. Et puis par rapport à la complexité des situations socio-culturelles en Afrique, des pays, par rapport aussi à ce que vous proposez, c'est intéressant d'essayer de planter les partis dans les pays, mais on voit les difficultés liées au contexte des pays. Il y a des pays qui sont démocrates, d'autres qui ont connu des coups d'État, des rébellions, où les gens manifestent, ils sont tués, et c'est très difficile vraiment d'entrer dans la démocratie. Donc merci, et puis je voulais profiter pour finir. J'ai fait circuler l'information, comme aussi je suis actif dans la société civile, et puis pour apporter des solutions à l'Afrique. Et nous organisons un colloque, donc Migration africaine et droits de l'homme, qui aura lieu le 10 juillet à Genève. Merci. Alors moi c'est la dernière, ou pas, bon voilà, je me lance. Ma question concerne en fait le leadership. Il y a eu beaucoup d'interventions de leaders africains pendant de nombreuses années où des conclusions ont été tirées comme quoi l'Afrique manque de leadership. Mais on a des leaders. C'est un peu paradoxal. Et puis, il y a des personnes comme vous-même. Il y a le professeur Lumumba qui est kenyan. Vous avez cité M. Obenga. Il y a plein, on connaît des leaders, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un... Comment je peux dire ça? Les chrétiens, je ne suis pas chrétien, je suis traditionnaliste. Il n'y a pas un Jésus africain qui ressort de nos leaders et qui pourrait, par exemple, par communauté linguistique, si je peux dire comme ça, prendre vraiment, amener la masse ou la population, nous autres, à prendre une orientation qui nous permettrait de connaître la modernité telle que vous la définissez encore cet après-midi. C'est la dernière impression. Parce qu'il y a... Faites vraiment court. Hein. Faites vraiment court. Il a demandé. Bonsoir, j'ai juste une rapide question. Quel système